Merci de prendre ce nouveau rendez-vous de votre magazine consacré à l'information et à l'analyse de l'actualité en Afrique et dans le monde. Le débat du jour nous conduira au Nigeria. Le 7 février dernier, à 7 jours des élections présidentielles et législatives, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé le report au 28 mars prochain des scrutins, en précisant donner ainsi suite à une demande de l'Agence nationale de la sécurité. La raison officielle du report invoquée par la Commission électorale nigériane réside dans l'indisponibilité de forces de défense pour sécuriser le vote s'il était maintenu au 14 février, puisqu'elles sont mobilisées contre le groupe islamiste armé Boko Haram qui sévit depuis 6 ans dans le nord-est du pays. L'économie sera également au rendez-vous dans ce numéro. Installez-vous confortablement. C'est parti pour 3/4 d'heure de voyage au cœur de l'actualité. Vous êtes sur Sika Infomag. Voici le flash d'information. Le président burkinabé Michel Kafondo a rejeté jeudi le diktat de la garde présidentielle qui a réclamé début février la démission du Premier ministre Isaac Zida. Michel Kafondo qui estime que cette action du RSP aurait pu nuire à la transition démocratique attend d'ici 3 mois un plan de réforme de la garde présidentielle. La prochaine élection présidentielle en RDC est prévue pour le 27 novembre 2016. La commission électorale avertit que la tenue de ce scrutin était conditionnée par certaines contraintes, au nombre desquelles l'exécution du plan de décaissement des fonds nécessaires à l'organisation des scrutins et la mise à jour du fichier électoral. En Afrique du Sud, le discours du président Jacob Zuma au Parlement a été interrompu jeudi. Le leader populiste Julius Malema et ses députés sont intervenus sur l'utilisation de 17 millions d'euros pour rénover la résidence privée du chef de l'État. Ils ont été violemment expulsés du Parlement. Beaucoup de questions taraudent l'opinion internationale depuis le report des élections au Nigeria. Des élections qui devaient se tenir ce samedi 14 février, mais qui ont été décalées de 6 semaines. À qui profite ce report? Est-ce une stratégie de Goodluck Jonathan au pouvoir pour rattraper un certain retard annoncé par certains sondages sur son challenger Muhammadu Buhari? Pour en parler, j'aurai sur ce plateau 2 journalistes, chroniqueurs et observateurs de l'actualité africaine. Benjamin Honoré Naoum, rédacteur en chef de la radio Soleil FM au Bénin, et Joël Yetondi, journaliste à Sika TV. Les 2 débatteurs que nous retrouvons dans un instant. Honoré Benjamin Naoum, Joël Yetondi, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous avez suivi l'actualité au Nigeria, le report des élections, la vive critique de l'opposition et celle de la communauté internationale. Alors, Honoré, dites-nous, à qui profite ce report? Ça profite nécessairement au président qui est au pouvoir actuellement, Goodluck Jonathan, d'autant plus que vous savez que dans notre pays, quand vous êtes au sud ici en Afrique, souvent on mobilise les ressources de l'État pour bien entendu investir dans la campagne. On profite des biens de l'État pour aller sur le terrain, pour rencontrer les populations. Vous savez très bien que nous étions dans une situation difficile depuis quelques années avec l'évolution de Boko Haram. Ces derniers temps, l'offensive a été donc accentuée à leur niveau, ce qui n'a pas permis au président Goodluck Jonathan d'atteindre certaines régions, surtout le nord-est qui est aujourd'hui dans une situation difficile avec l'avancée de Boko Haram. Donc, n'importe comment, cette décision-là de report profite à Goodluck Jonathan. On sait très bien qu'il a eu à dire à travers les médias. Il était donc sur la chaîne de télévision pour clairement dire qu'il n'a pas été consulté avant la prise de cette décision. Mais moi, je doute un peu, d'autant plus qu'il est le président de la République, qu'on puisse reporter une élection sans qu'on ne le consulte. C'est tout simplement aberrant, à mon humble avis. Donc, je pense que fondamentalement, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le report profite à quelqu'un, et il faut le dire, c'est Goodluck Jonathan et toute son équipe. Alors Joël, nous savons que le nord du pays, en majorité musulmane, n'est pas favorable au président sortant. Mais l'occupation de ce nord ne peut que lui profiter. Mais paradoxalement, le report vient de son temps parce que c'est une agence du gouvernement qui a réclamé ce report. Est-ce que, quelque part, cela ne conforte pas ceux-là qui pensent que ce report, stratégiquement, est plus politique que sécuritaire? C'est de toute évidence. Je dis... Cette information portée-là à l'attention du malentendant et il retrouvera toute sa faculté auditive. Parce que Goodluck Jonathan, si on devrait aller aux élections, le 14 février, dites-vous
on n'aura pas le score qu'on a eu en 2011. Ce n'est pas évident que le Parti démocratique populaire retrouve son aura des années écoulées. C'était perdu d'avance. Alors, on ne peut pas oublier qu'un peu plus tôt, avant que le chef du Conseil national de sécurité ne demande expressément qu'on revoie, pour des raisons de sécurité du scrutin, qu'on revoie un peu la date, on ne peut pas oublier que Goodluck, le gouvernement, même a eu à demander, dans la mesure du possible, un report. Donc c'est fait à dessein et c'est aussi un peu dommage, parce qu'une commission qui, un peu plus tôt, a eu à clamer haut et fort, être prête, et qu'on peut aller aux élections, et qu'on évoque aujourd'hui des raisons de sécurité, je trouve que ce n'est pas une raison suffisante. Pas une raison suffisante pour le simple fait que, eh bien, ces élections étaient prévues il y a bien longtemps. Et Boko Haram existe déjà 6 ans. 6 ans en arrière, Goodluck Jonathan avait eu l'opportunité de régler ce problème. C'était une jeune pousse, Boko Haram. Il fallait déjà couper le mal à la racine. Goodluck Jonathan ne l'a pas fait. Aujourd'hui, on brandit la question de sécurité. Alors, report de 6 semaines, cela suffira-t-il à régler le problème? Je pense que non. C'est fait à dessein et c'est dommage une fois encore pour la Commission, c'est dommage une fois encore pour l'Afrique tout simplement. On ne peut pas continuer à travailler comme ça. L'indépendance de cette Commission est où? Qu'on la remette aujourd'hui en cause, je pense que ce serait de bon droit. Alors, Honoré l'a souligné tout à l'heure, Goodluck est monté au créneau au cours de la semaine. Il a fait savoir qu'il n'a pas été consulté pour ce report. Une agence du gouvernement et il s'agit d'une question de sécurité nationale. Est-ce que quelque part, il n'y a pas une pièce qui manque au puzzle? Une pièce? Non, les faits se suivent, se lient. Je disais en introduction que si vous ne voulez pas comprendre, là, vous pouvez avaler ça très facilement. Tout est dessiné, tout est fait à dessein. Il fallait finalement essayer de couvrir, de protéger la commission. C'est sûr à quoi on a simplement joué à ma lecture. Il est question de donner un petit main de pouce aujourd'hui à Goodluck Jonathan qui, vous le savez, sa popularité est chancelante et aucune chance de s'en sortir. Quand vous voyez aujourd'hui tout ce qui se joue, je pense que toujours en défaveur de Goodluck Jonathan. Je ne sais pas si c'est l'occasion d'en parler, mais Goodluck Jonathan n'est pas assis sur une chaise aussi confortable aujourd'hui qu'il pourra retrouver demain. Il faut mettre toute ta contribution et quand on est au pouvoir, comme l'a dit Honoré, vous avez beaucoup d'appui pour aller de l'avant. Aujourd'hui, on aide Goodluck Jonathan à gagner du terrain et je ne pense pas que pour autant il pourra s'en sortir si l'opposition continue de jouer son va-tout. Alors, Honoré, oui. Ce que je voudrais faire remarquer ici, en fait, la Commission s'est retrouvée dans une situation difficile. Parce qu'on sait très bien que dans une élection, il faut nécessairement assurer la sécurité des populations et assurer la sécurité du matériel aussi. Mais vous avez une agence chargée de la sécurité, l'Agence nationale de la sécurité, qui informe la Commission pour dire « Nous sommes au front, on veut lutter contre Boko Haram, on n'a pas les troupes qu'il faut pour assurer cette bataille et en même temps assurer la sécurité du pays. » Donc on a mis la Commission devant ses responsabilités. En ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement faire un report. Donc la Commission, à mon humble avis, s'est retrouvée devant une situation compliquée. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre la décision du report. Mais maintenant, cette agence qui a informé, bien entendu, la Commission ne peut pas faire ça volontairement. C'est sûr qu'on a consulté Goodluck Jonathan. La Commission n'a pas consulté Goodluck Jonathan, peut-être, mais la Commission a eu des informations venant de la sécurité et la sécurité qui est sous Goodluck Jonathan. Donc, d'une manière ou d'une autre, il était bien informé. Il peut dire ça à la face du monde, mais il faut le savoir. On ne peut pas décider d'un report sans consulter Goodluck Jonathan. Ça, c'est clair. Il faut l'affirmer à haute voix. Alors, dites-nous, une commission qui affirmait au départ être prête pour organiser les élections et qui, à la dernière minute, se met en accord avec un report, est-ce qu'une telle commission détient toujours toute sa crédibilité? Non, je pense qu'il ne faut pas encore jeter l'anathème sur véritablement cette commission. À mon humble avis, moi, je présente les choses autrement. Ici, on est face à une situation d'insécurité dans le pays. Et vous savez très bien que si on organise bien, si on n'assure pas la sécurité comme cela se doit, il y aura des frappes. Et moi, même si on envoie les élections jusqu'en décembre, je suis sûr d'une chose, il y aura des tentatives. Je ne souhaite pas ça,
En réalité, des morts au cours de la période électorale ou bien lors du scrutin et autres, ce n'est pas notre souhait. Mais vous connaissez bien la manière dont Boko Haram fonctionne depuis quelque temps. Donc il y aura des tentatives, ça c'est sûr. Donc quand on informe comme ça, pour dire on ne peut pas assurer la sécurité lors du scrutin, mais la commission ne pouvait pas faire autre chose. Aujourd'hui, c'est peut-être Goodluck Jonathan dans ses stratégies, parce que quoi qu'on dise, c'est une décision politique. Et cette décision-là arrange Goodluck Jonathan. Pour l'instant, moi je pense que c'est Goodluck qui reçoit un coup politiquement. Ce n'est pas la commission qu'on doit discréditer tout de suite. Alors Joël, de votre point de vue, est-ce que l'occupation partielle par Boko Haram de 3 États dans le nord sur les 36 que compte au total le Nigeria est une raison valable pour reporter ces élections? Non, la réponse de toute évidence, au regard des développements que nous avons eu à faire jusqu'à présent, ce n'est pas une raison suffisante. Je le dis et je le répète, qui va loin ménage sa monture. Les élections au Nigeria n'ont pas été décidées du jour au lendemain. On savait qu'on doit aller au scrutin, on doit prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, on a mis carrément la commission dos au mur dans cette décision. Mais pour autant, pour moi, la commission n'est pas à excuser totalement, du tout pas. On a essayé de mettre cet argument qui, pour le moins, quand on le prend en sa forme, on trouve ça suffisamment fondé parce qu'il s'agit de sécurité. Mais les élections de tout temps ont été maillées par des scènes de violence au Nigeria, on le sait. Aujourd'hui, la situation est beaucoup plus alarmante, critique, on comprend. Mais Boko Haram n'est pas un fait d'hier, c'est un fait qui date. On aurait pu prendre toutes les dispositions qui s'imposent. Et de l'autre côté, c'est clair qu'on va finir avec les 6 semaines, on se retrouvera presque dans les mêmes situations, on ne trouvera pas d'autres raisons. Mais c'est dommage pour nous, c'est dommage pour l'Afrique. Il va falloir s'occuper de l'essentiel. Mais je dis, ce n'est pas une raison et je ne trouve pas que cela jouerait pour autant en faveur de Goodluck Jonathan. C'est un terrain sur lequel l'opposition peut jouer et jouer à fond pour inverser la tendance et tenir encore. Très rapidement une option. En 6 semaines, on a réussi à poursuivre peut-être, comment dirais-je, Boko Haram dans ses derniers retranchements. Parce que là, c'est la force, c'est une force, c'est une coalition qui opère maintenant pour chasser véritablement les djihadistes au nord du Nigeria. Jonathan va gagner sérieusement du terrain. Si ça marche, cela veut dire que ça profite à qui? Ça profite à celui qui est au pouvoir. Forcément. Donc il faut voir une vision beaucoup plus futuriste pour Goodluck Jonathan, qui espère peut-être en 6 semaines, on pourra engranger quelques points pour surtout favoriser les choses. Mais je dis que ce n'est pas suffisant pour inverser la tendance si l'opposition joue à fond le rôle. Parce qu'il a en face de lui aujourd'hui un opposant de taille. C'est vrai que Buhari a été déjà aux élections 3 fois et l'a perdu. Mais c'est aussi vrai que les 2 dernières fois, il était avec des partis aujourd'hui qui se retrouvent au sein de l'APC. Donc, ça fait une force. Mais en dehors de cela, son coup passage à la tête du pays, ce n'est pas rien. Il l'a marqué positivement. Je trouve que c'est une donnée qui joue en sa faveur. L'autre chose, aujourd'hui, il a l'ancien chef de l'État, Olusegun Obasanjo, qui est un soutien de taille. Ça, ce n'est pas rien non plus. J'y ajouterai. Nous allons y revenir dans la suite du débat. Ce débat va se poursuivre, mais ce sera dans la 3e partie de ce magazine d'information. En attendant, restez avec nous dans quelques instants, la 2e partie de Sika Infomag. Nous ouvrons à présent le 2e cas exclusivement consacré à l'actualité économique en Afrique et ailleurs. Voici le journal de l'économie. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'actualité économique sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. Tout de suite, la première partie. Le Nigeria, 9e puissance économique mondiale en 2050, le pays se placerait devant l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France, selon une étude de PricewaterhouseCoopers. La BRVM mal en point dans ses résultats de janvier 2015, la valeur de ces transactions a chuté de 110,5%. Enfin, nous irons à la découverte du halloumi, un précieux fromage devenu une manne financière pour Chypre. Et nous allons démarrer ce journal de l'économie par une information en bref. En 2050, le Nigeria devrait accéder au rang de 9e
économique mondial. Ce pays de l'Afrique de l'Ouest se placerait ainsi devant l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. C'est ce qui ressort en tout cas d'une étude du cabinet de consultants PricewaterhouseCoopers. Selon cette même étude, le centre de l'économie mondiale va continuer à se déplacer vers les pays émergents au cours des 35 prochaines années. Et puis en 2050, la Chine occupera ainsi la première marche du podium, suivie par l'Inde et les États-Unis. Dans le top 10 suivront dans l'ordre en 2050 l'Indonésie, le Brésil, le Mexique, le Japon, la Russie, le Nigeria et enfin l'Allemagne. Nous allons passer au Somalie. La Somalie, donc, nous en parlons encore aujourd'hui. Vous le savez, le pays fait face à une situation qui pourrait avoir des conséquences astronomiques sur son économie. Il s'agit notamment de la fermeture de son principal service de transfert de fonds en provenance des États-Unis. Voici les images. Plusieurs décennies de guerre, c'est tout ce qu'a connu Safio Hassan, qui a grandi en Somalie. Avec son mari sans emploi, cette mère de 6 enfants, tous inscrits à l'école, n'a jamais fait appel à l'aide humanitaire. Elle vit grâce à l'argent envoyé depuis l'étranger par son beau-frère, exilé depuis 20 ans aux États-Unis. Mais le principal service de transfert d'argent utilisé dans le pays a récemment bloqué ses activités vers la Somalie, coupant brusquement les revenus de nombreuses personnes dans la même situation que Safio. Nous avions l'habitude de recevoir de l'argent tous les mois depuis les États-Unis pour payer les frais de scolarité des enfants et acheter de la nourriture. Mais maintenant, nous ne touchons plus d'argent et donc nous demandons au gouvernement américain et somalien de coopérer afin de lever ce blocage. Selon l'ONG Adesso, la banque américaine Merchants of California gère près de 80% des quelques 200 millions de dollars envoyés chaque année en Somalie depuis les États-Unis. Dans un pays privé de système bancaire digne de ce nom, le transfert d'argent est l'un des seuls moyens légaux dont dispose la diaspora somalienne pour envoyer de l'argent. Le gouvernement du pays, qui redoute une catastrophe économique, a demandé aux États-Unis de revoir leur copie. La fermeture des paiements somaliens nous a choqués et cela a provoqué des difficultés parce que les Somaliens à l'intérieur du pays dépendent de leurs proches à l'étranger. Certaines familles ont été gravement touchées par cette action et ne peuvent plus acheter de la nourriture et des vêtements. Le gouvernement américain a pris cette décision pour lutter contre le financement d'organisations terroristes. De nombreuses banques internationales ont dû durcir leurs règles de fonctionnement. Mais les organisations humanitaires craignent que cela mette en péril le quotidien de nombreux Somaliens, dans un pays durement touché par la sécheresse. Fin janvier, les Nations Unies estimaient que près de 38 000 enfants risquaient de mourir de faim. Nous parlons de nourriture, nous parlons d'abri, d'éducation, des choses très basiques. Si tout cet argent disparaît, ce sont des gens qui ne dépendent pas de l'aide humanitaire. Donc désormais, ils vont devoir demander de l'aide et nous ne pourrons pas aider tout le monde. Nous n'avons pas pu aider les 260 000 personnes qui sont mortes au cours de la dernière famine. C'est une catastrophe. Depuis plusieurs années, la Somalie essaye de se reconstruire. L'assèchement des flux d'argent venus de l'étranger pourrait finir par asphyxier l'économie déjà très fragile du pays. Le journal de l'économie continue sur Sika TV. 9,84 milliards de francs CFA. C'est la valeur totale des transactions enregistrées au cours du mois de janvier 2015 sur la BRVM, ce qui correspond à un recul de 70,5% comparé aux 34,96 milliards de francs CFA de transactions opérées sur ce marché au mois de décembre 2014. Dans les mêmes conditions, on peut noter que 2 465 779 titres seulement ont été échangés durant la période de référence contre 11 131 227 titres traités le mois précédent. Sur le plan de la performance, l'indice BRVM 10 a cédé 2,64%, passant de 267,53 à 260,48 points. L'indice BRVM Composite, pour sa part,
s'est affiché à 252,99 contre 258,08 points précédemment, soit un repli de 1,97%. Un autre élément dans ce journal de l'économie, le groupe automobile français Renault a annoncé jeudi qu'il allait recruter 1000 personnes en CDI en France en 2015. Il signerait aussi autant de contrats d'apprentissage. Cette annonce intervient alors que le chiffre d'affaires du groupe à 41,05 milliards d'euros a augmenté de seulement 0,3% par rapport à 2013. Conséquence en particulier de taux de change défavorables. L'entreprise a toutefois amélioré sa rentabilité, sa marge opérationnelle étant passée de 3 à 3,9%. À Chypre, le halloumi est devenu une manne financière notable. Ce précieux fromage est même aujourd'hui le symbole de la réunification des deux communautés de l'île divisées depuis 40 ans maintenant. Elles travaillent ensemble à le protéger de l'imitation. Dans ces énormes cuves se trouve l'une des principales richesses de Chypre, le halloumi, un fromage produit depuis des centaines d'années. Un processus qui s'est peu à peu industrialisé jusqu'à peser 80 millions d'euros dans la balance commerciale du pays, le deuxième produit exporté par la République de Chypre. Et face à cette manne financière, les producteurs veulent protéger ce fromage traditionnel. Ce que nous attendons, c'est plus de protection du nom, pour que d'autres pays ne puissent pas le copier. Nous aurions une forme d'institution. Comme en France, vous avez le Roquefort, nous espérons avoir le halloumi. Les autorités grecques chypriotes ont ainsi demandé à l'Union européenne d'obtenir le label Appellation d'origine protégée. Mais dans un pays coupé en deux depuis plus de 40 ans suite à un conflit meurtrier, cette demande fait crisser des dents du côté turc, dont l'économie dépend également des exportations de halloumi. L'UE doit nommer l'autorité chargée des contrôles d'hygiène et de qualité des deux côtés de l'île, et au nord, on craint que l'Europe désigne une organisation du Sud. Le gouvernement grec n'a pas de contrôle sur la partie nord. Les responsables grecs ne passent pas la frontière pour venir ici. Donc ils pourront dire, puisque nous ne pouvons pas aller là-bas, nous ne pouvons pas faire de contrôle, donc ils ne peuvent pas utiliser le même nom. Ils peuvent politiser cette question. Du côté grec, on assure que rien n'a été fait pour nuire aux producteurs du Nord. Ce sera une arme pour les exportations de Chypre et cela bénéficiera à tous les producteurs, turcs, grecs et autres, qui veulent produire à Chypre. Ce sera très bénéfique pour notre économie. Face aux enjeux économiques, les deux communautés peuvent saisir l'opportunité de collaborer et de prendre en exemple ce fromage pour aller vers la réunification. Dans un instant, notre invité du jour que nous allons retrouver juste après ceci. Madame Soléat Douro-Pendou, bonjour. Ravi de vous retrouver sur le journal de l'économie. Alors, avec vous aujourd'hui, nous allons parler du courtier. Qu'est-ce que c'est que le courtier? Un courtier ou broker en anglais est un intermédiaire financier. Et c'est une personne dont la profession consiste à mettre en relation un vendeur et un acheteur, que ce soit pour des opérations de bourse ou pour un commerce. C'est en quelque sorte un intermédiaire. Oui, tout à fait, c'est un intermédiaire financier et il demande forcément une rémunération. Et cette rémunération-là est appelée spread. Spread, c'est un terme en anglais qui désigne la variation entre deux taux. Et dans le contexte du marché boursier, quand on parle de spread, c'est l'écart entre la valeur de la parité à l'achat et sa valeur à la vente. Et donc, c'est sur cet écart-là qu'il perçoit une rémunération. Et il faut dire aussi que la rémunération qu'il perçoit dépend aussi du broker ou du courtier. Alors, quel est le rôle du courtier en bourse? Le courtier en bourse a pour rôle de vous prodiguer les meilleurs conseils. Donc, on peut dire que c'est un conseiller et vous prodigue les meilleurs conseils afin que vous puissiez bénéficier des meilleurs avantages des placements boursiers. Et ça lui profiterait aussi en même temps? Tout à fait. Oui, tout à fait. Et il faut dire aussi que pour cela, il met des outils à la disposition de ses clients. Et ces outils-là, il s'agit des cotations,
des indices, des devises et de l'étude du marché. Et quelles sont les principales fonctions du courtier? Comme principale fonction du courtier, nous avons d'abord la fonction de conseiller en placement, c'est-à-dire grâce aux informations qu'il vous donne, comme tout à l'heure je l'ai dit, sur les cotations, sur les devises ou sur l'étude du marché, il vous guide, il vous oriente et vous permet de faire des placements sûrs. Une autre fonction du courtier, c'est la fonction de gestionnaire de fonds, c'est-à-dire c'est lui qui se charge de vos investissements. Et une dernière fonction du courtier, il s'agit en fait de la fonction d'intermédiaire. Et c'est-à-dire, il vous met en relation avec les entreprises qui s'occupent des entreprises qui s'occupent des placements boursiers. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au choix du courtier? Si j'ai envie de me lancer dans cet exercice-là, quels sont les critères qui peuvent me permettre de bien choisir mon courtier? Il faut déjà dire que dans les années 2000, avec l'essor de l'Internet, la plupart des courtiers ont amélioré l'accès au marché boursier aux particuliers et aux différents clients. En quoi faisant? En leur permettant d'avoir facilement l'accès aux informations qui vont leur permettre de pouvoir analyser par eux-mêmes les différentes tendances sur le marché afin de savoir comment se positionner pour pouvoir gagner un bénéfice. Et il faut aussi dire que pour choisir son courtier, il y a quelques questions qu'il faut se poser. D'abord, quel est votre profil d'investissement? Vous voulez faire un investissement à long terme ou vous voulez faire du daily trading? Et comme je l'ai dit hier, selon votre profil d'investissement, il y a le type de cotation qui varie. Et hier, nous avons parlé de la cotation en fixing et de la cotation en continu. Donc, il faudrait tenir compte de cela déjà avant de s'adresser à une maison de courtage. Et il y a une seconde question qu'il faut se poser, c'est quel est le montant que vous souhaitez investir? Parce qu'une maison de courtage qui est compétitive sur un marché où on investit de petits montants n'est pas forcément compétitive sur un marché où ce sont de grands volumes qui sont échangés. Et une dernière question qu'il faut se poser, c'est quels sont les marchés qui vous intéressent réellement? Quels sont les marchés qui vous intéressent réellement? Il faut vérifier que votre courtier vous met en ligne les informations qui concernent le marché auquel vous vous intéressez. Merci beaucoup, Madame Soléat. On se retrouve dans un instant pour la suite de ce journal de l'économie. Oui. Quelles sont les places boursières que vous vous proposez d'interpréter aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous propose de parler du DAX 30 en Europe. Et nous avons... En Allemagne notamment? Oui, en Allemagne notamment, tout à fait. Nous avons 1984 avec une variation de plus 0,58%. Et il faut dire que les bourses européennes ont ouvert aujourd'hui en hausse et c'est soutenu par la première estimation de la croissance nettement plus forte que prévu au niveau des bourses allemandes. Et je précise, c'est plutôt 10 984. Autant pour moi, oui, 10 984, tout à fait. Et je vous propose aussi de parler du Kenya en Afrique. Ouais. Nous avons 228,82 KES. Il faut dire que KES, c'est la monnaie du Kenya, avec une variation de plus 0,45%. Oui, et cette performance-là est soutenue par Kakuzi, une entreprise qui évolue dans le domaine de la culture et de la production agricole, plus 9,91%, et Marshalls East Africa, plus 5,31%, une entreprise spécialisée dans la vente au détail. Merci beaucoup, Madame Soléat d'Europendo. Je rappelle que vous êtes analyste financier au cabinet FMI basé à Cotonou, au Bénin. Merci d'avoir été des nôtres. Merci également à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programme sur Sika. Sika Infomag se poursuit. Benjamin Honoré Naoum et Joël Yetondi seront à nouveau en place pour la suite du débat. Un débat qui porte aujourd'hui sur les élections au Nigeria. À qui profite le report des scrutins? C'est le thème du jour. Nous y reviendrons tout juste après le flash. Le président burkinabé Michel Kafondo a rejeté jeudi le diktat de la garde présidentielle qui a réclamé début février la démission du Premier ministre Isaac Zida. Michel Kafondo qui estime que cette action du RSP aurait pu nuire à la transition démocratique attend d'ici 3 mois un plan de réforme de la garde présidentielle.
La prochaine élection présidentielle en RDC est prévue pour le 27 novembre 2016. La commission électorale avertit que la tenue de ce scrutin était conditionnée par certaines contraintes, au nombre desquelles l'exécution du plan de décaissement des fonds nécessaires à l'organisation des scrutins et la mise à jour du fichier électoral. En Afrique du Sud, le discours du président Jacob Zuma au Parlement a été interrompu jeudi. Le leader populiste Julius Malema et ses députés sont intervenus sur l'utilisation de 17 millions d'euros pour rénover la résidence privée du chef de l'État. Ils ont été violemment expulsés du Parlement. Joël Yetondi, je me retourne vers vous. Pensez-vous que l'armée nigériane puisse changer quelque chose en 6 semaines pour que les élections puissent se démarrer et puissent se dérouler en toute sécurité, ou bien nous sommes en train de tendre vers de nouveaux reports? Non, il n'y aura pas un second report. Ce sera la catastrophe si on en arrive là. Déjà, vous l'avez dit en introduction, il n'y a que Goodluck Jonathan et les siens qui ont approuvé ce report. On a essayé de comprendre un peu la démarche de la commission, mais en dehors de ça, plus rien ou plus personne n'approuve cette démarche-là. Donc, on n'aura pas un second report. Mais ceci étant, tout peut arriver. De quel côté? Du côté de la question de la sécurité que vous venez d'aborder, à savoir, est-ce qu'on aura une avancée qualitative en ce qui concerne la lutte contre Boko Haram? Oui, c'est possible qu'on en arrive là. C'est possible parce qu'aujourd'hui, c'est un fait, le Nigeria n'est plus seul à se battre contre Boko Haram. Le Nigeria, aujourd'hui, plus qu'hier, s'est résolument engagé dans ce combat. Hier, l'armée nigériane était totalement absente, un silence qu'on ne comprenait pas, même si on essayait de nous l'expliquer par l'absence de une armée pas suffisamment organisée, une armée trop corrompue, et tout ceci n'a pas changé aujourd'hui. Mais vu qu'il y a plusieurs fronts sur lesquels on retrouve aujourd'hui Boko Haram, vu que l'armée nigériane n'est pas seule à mener désormais le combat, ça peut changer la donne. Et ça permettra aux populations d'aller aux urnes en toute quiétude. Mais je dis, si l'opposition joue le rôle à fond, on peut toujours assister à une situation toute nouvelle, exceptionnelle, parce que ça fait 16 ans que nous avons le Parti démocratique populaire au pouvoir. 16 ans, sans alternance. Je pense que si l'opposition, si Buhari joue son rôle à fond, avec toutes les cartes qu'il a aujourd'hui à main, on peut inverser la tendance. Honoré? Oui. Sur la question, moi je pense que si on choisit encore un autre report, cela veut dire qu'on crée des dommages énormes pour l'économie. Parce que déjà l'indice boursier, comment dirais-je, du Nigeria a chuté à cause de ce report des élections, parce que ça crée une incertitude. Et vous savez très bien que les États-Unis n'ont pas été du tout d'accord avec ce report parce qu'on pouvait aller aux élections. Parce que quoi qu'on dise, parce qu'il y a eu quand même plus d'1,5 million de déplacés au nord-est du Nigeria avec cette crise. Il y a certains qui n'iront jamais aux urnes. Moi, c'est ma philosophie que j'ai toujours défendue pour beaucoup de pays. Dès qu'on dit qu'il y a difficulté et autres, les gens ne pourront pas sortir pour aller aux élections. Certains choisissent carrément de ne pas voter. Et surtout, comme nous sommes dans une situation d'insécurité, il y a certains qui n'iront pas au vote. Ça, c'est clair. Mais c'est vrai qu'en 6 semaines, on peut connaître vraiment des avancées. Ça va certainement profiter à Goodluck Jonathan, mais on va essayer de repousser un peu Boko Haram et permettre donc la tenue des élections. Mais le nouveau report sera suicidaire pour bien entendu tout le pays, et surtout sur le plan économique. Alors parlons à présent de la chance de chaque candidat de l'emporter. Pensez-vous comme d'autres que Muhammadu Buhari soit l'homme providentiel, parce que l'homme est réputé pour son intégrité et sa poigne de caractère dont les Nigérians ont besoin aujourd'hui pour résoudre les difficultés du pays, notamment la corruption et l'insécurité. Pensez-vous que Muhammadu Buhari soit l'homme providentiel? Le défi aujourd'hui pour le Nigeria, c'est sur le plan de la sécurité. On sait que c'est un général. Cela veut dire qu'il a certaines qualités, certaines compétences dans le domaine de la sécurité. Et ça peut jouer, surtout pour le choix qui sera donc fait par les Nigérians. Mais n'oublions surtout pas le passé.
de Buhari. Il a été président. Moi, j'ai quelques indicateurs ici qui montrent quand même que... 83 et 85. Effectivement, l'homme qui, en 84, fait un discours et qui annonce l'interdiction temporaire de recruter des travailleurs dans le secteur public, l'homme qui a relevé les taux d'intérêt dans le pays, qui a choisi d'arrêter des projets immobiliers, il y a beaucoup d'exemples. Cela veut dire que les Nigériens n'ont pas oublié ça. Et il y a bien entendu, à un moment donné, où on a supposé même que le président était impliqué dans un dossier de corruption, 53 valises contenant pratiquement 700 millions de dollars. Les gens n'ont pas oublié ça. Et de l'autre côté, il ne faut pas oublier également les actes qui ont été posés parce que on a jugé quand même que c'est un président qui a posé des actes qui sont allés à l'encontre des droits de l'homme au Nigeria. Donc tout ça, ce n'est pas oublié par la communauté internationale, mais on sait très bien que c'est les Nigériens qui vont voter. Donc les Nigériens savent très bien à qui on a affaire. Mais il ne faut pas prendre l'avancée de Buhari au hasard, parce qu'on sait qu'en 2003, face à Olusegun Obasanjo, il y a eu un écart de 11 millions de voix. Donc Obasanjo a remporté ces élections avec un écart de 11 millions de voix entre lui et Buhari. Mais quand on s'est retrouvé avec Yar'Adua, c'était 18%. Mais avec le président actuel Goodluck Jonathan, l'homme est allé jusqu'à 31% si les statistiques que j'ai à mon niveau sont quand même exactes. Il est allé à 31%. Cela veut dire qu'il progresse véritablement. Et avec cette crise que nous avons sur le plan sécuritaire, c'est sûr que l'homme va gagner beaucoup de points. Mais est-ce que ça va suffire vraiment pour prendre le pouvoir à Goodluck Jonathan? C'est aux Nigériens d'en décider. Il y a un certain nombre de choses que vous avez dénoncées de l'homme. C'était quand même à une période où le Nigeria était soluble dans la démocratie. Mais les temps ont changé. Actuellement, au Nigeria, c'est un régime démocratique. Est-ce que vous ne pensez pas que cela puisse jouer quelque part? Est-ce que vous ne pensez pas que l'homme ait pu changer entre-temps? Il est obligé de se conformer aux pratiques actuelles. Mais je dis, les Nigériens n'ont pas oublié le passé. C'est ce que je veux juste faire comprendre. Je ne dis pas aujourd'hui que l'homme est resté comme au moment où il prenait le pouvoir par les armes, pas du tout. Et même si il était dans cette logique-là aujourd'hui, ça ne pourra pas marcher parce que la démocratie, d'une manière ou d'une autre, a avancé. Au Nigeria, il y a eu des avancées sur le plan économique. Vous connaissez aujourd'hui la position de ce pays. Donc lui, il ne peut pas aujourd'hui venir au pouvoir et poser des actes qui vont aller à l'encontre de l'émergence, à l'encontre du développement économique de ce pays. Donc, le tout va se jouer sur le plan sécurité. Parce qu'on a vu quand même que Goodluck Jonathan n'a pas été efficace, ça il faut le dire, face à l'avancée de Boko Haram, même si on sait qu'on a en face carrément des gens qui sont déterminés, qui n'ont pas peur de la mort et autres, mais quand même, on n'a pas remarqué des actions stratégiques venant de Goodluck Jonathan. Si aujourd'hui, l'homme se révèle comme le Messie, pour certaines populations, c'est sûr qu'on va voter pour Buhari. Alors Joël, le Nigeria aujourd'hui a ses problèmes, l'insécurité, la corruption. Muhammadu Buhari connu pour son intégrité et pour sa poigne. Muhammadu Buhari est-il l'homme providentiel? On peut le dire. Moi, je ne me fais aucune idée là-dessus. J'ai plutôt peur pour l'issue du scrutin. C'est-à-dire, comme certains, j'en appelle plutôt à la transparence, simplement. Et c'est là, ça pourra péter s'il n'y avait pas de la transparence. Parce qu'aujourd'hui, en dehors des chiffres que... Buhari a toujours contesté les élections. Non, pas que Buhari. Non, pas que Buhari. On a toujours contesté les élections en Afrique. Citez-moi un exemple où les gens ont été aux urnes et il n'y a pas eu de contestation. Il y en a toujours eu. Mais dans le cas d'espèce, dans le cas actuel, si on ne fait pas attention, j'ai dit tout à l'heure qu'on n'a pratiquement jamais... En 2006 au Bénin, ce n'était pas le cas. Non, ça, il y a eu des contestations. Nous avons eu le cas du Bénin, un cas exceptionnel, un homme qu'il faut saluer au passage, qui a su faire profil bas. Quand on a dit qu'il n'y a pas de contestation, on a quadrillé les choses. Le Bénin a toujours évité les choses de justesse. Au moment où tout le monde a peur que ça peut péter, il y a toujours quelqu'un qui sort de quelque part et très rapidement la magie s'opère. Mais il faut faire attention. Non. Même quand on a parlé du fameux chaos, il y en a qui n'étaient pas d'accord. Oui, c'est ça. Mais il y a eu de la sagesse quelque part. Je parle de 2006, moi. Même 2006, où on a dit que tout le monde a voté de Karim Maman, de Malanvi, de Boycon. Même en 2006, là, où on dit que tout le monde a voté, où il y a eu des coalitions, des alliances et autres, celui qui a perdu n'a pas reconnu avoir perdu, mais a su se retirer. Rapidement au Nigeria. Quand nous venons au Nigeria, je dis,
Ce dont j'ai beaucoup plus peur, c'est l'issue. Parce que Buhari, l'équation Buhari-Goodluck dans le contexte actuel, je dis, à moins que Buhari soit en villégiature. S'il joue le rôle à fond, moi je ne vois pas l'obstacle, il n'y a pas d'obstacle. Le terrain est tout balisé. Goodluck a échoué purement et simplement. Et je ne comprends pas. Il n'a pas échoué sur le plan économique, ça, il faut relever ça. Il n'a pas échoué sur le plan économique. Attention, s'il vous plaît, on ne commençait pas à chuter, vous l'avez souligné tout à l'heure. Oui, mais à cause du report. À cause du report. Mais l'indice avec la question de la sécurité. L'homme qui a échoué sur l'indice de la sécurité a échoué partout. Ça, il faut qu'on ait le courage de le reconnaître en Afrique. On manque souvent de jouer sur cette fibre sensible qui viendra vers vous lorsque la sécurité n'est pas garantie. Voyez un peu tout le tollé auquel nous assistons lorsqu'une seule personne disparaît ailleurs. Une seule personne. Un chef d'État en plein exercice, qui a tous les pouvoirs, toutes les compétences, une armée la plus supposée, la plus équipée, la mieux financée au monde, en tout cas sur le continent africain, qui était incapable de récupérer plus de 200 enfants. Vous comprenez ça? Qu'on a enlevé. Et qui dit, votez pour moi, et quand je serai président, je serai en mesure de lutter contre Boko Haram. Vous avez entendu ce discours-là, non? Mais c'est une aberration, on ne comprend pas ça. Mais je dis, à côté de ça, Goodluck a toujours eu comme parrain Olusegun, qui aujourd'hui, lui, a tourné dos. Ce n'est pas négligeable. Mais plus loin, il y a un accord tacite qu'on n'évoque plus aujourd'hui. Une règle non écrite, mais qui a toujours pesé son pesant d'or au Nigeria. Je veux parler de la fameuse règle qui dit, si cette année, c'est le Sud, l'année prochaine, c'est le Nord. Et chrétien, Yar'Adua n'a pas fini son mandat, Goodluck est venu au pouvoir, Goodluck a eu la chance d'avoir son mandat. Aujourd'hui, l'élite du Nord dit que c'est le tour du musulman d'être au pouvoir. Les Nigériens vont décider. Mais ça aussi, c'est pas rien. Et dire que c'est au Nord que ça ne va pas, c'est pas rien non plus. Je dis, si Goodluck, Jonathan, essaie de repousser les élections et aujourd'hui nous fait croire qu'il n'en est pour rien, joue son va-tout, il va engranger quelques points, c'est sûr. Il va se servir des moyens de l'État pour aller un peu loin. Mais pour autant, si aujourd'hui l'opposition se prend au sérieux, je ne vois pas ce qui, en dehors des tripatouillages, pourra arrêter l'opposition dans son élan. Non. Alors, Olusegun Obasanjo, vous l'avez dit, était l'homme qui a fait le président actuel Jonathan Goodluck, mais aujourd'hui il s'est tourné vers l'APC, l'opposition, et a déclaré son soutien ouvertement à Muhammadu Buhari. Honoré, pensez-vous que cela puisse peser dans la balance? Une chose est sûre, ça va permettre aux candidats de l'opposition d'avoir quelques points. Buhari doit certainement profiter de ça. Il n'y a même pas de débat concrètement à faire parce que, vous le savez très bien, dans tout pays, il y a quand même des hommes charismatiques, même s'ils ne sont pas au pouvoir, et qui peuvent opérer et faire basculer un peu les choses. Mais je pense que c'est un soutien de taille. Ça va permettre à Buhari de gagner quelques points. Et on va voir sur le terrain comment les Nigériens vont accepter donc les propositions faites par les deux candidats, parce que l'essentiel, c'est de retenir que ce sont les Nigériens qui votent. Tout ce que nous disons ici, ça n'a rien à voir avec la réalité du terrain. Donc fondamentalement, il y a des tendances qui sont favorables véritablement pour Buhari, parce que nous sommes dans une situation de crise et les Nigériens ont besoin d'un sauveur. Si le sauveur est Buhari parce qu'il est général et on sent que véritablement s'il vient là, il pourra poser des actes sur le plan de la sécurité, je crois que les Nigérians vont voter pour lui. Mais il y a l'autre menace qu'on n'a peut-être pas évoquée, que j'aimerais rappeler très rapidement au Sud. Vous savez très bien qu'il y a un mouvement qui travaillait au Sud, qui menaçait véritablement l'État de River. Ce mouvement-là dit aujourd'hui que si leurs frères quittent le pouvoir, eux aussi vont prendre les armes. Est-ce que ce n'est pas un coup médiatique? C'est ça, c'est un coup médiatique. Et ce coup médiatique peut jouer également lors du vote. Cela peut, comment dirais-je, permettre à d'autres, mais si on ne veut pas de la pagaille au Sud, vaut mieux qu'on conserve le président qui est là, pour qu'il n'y ait pas de la pagaille, parce qu'il y a déjà la pagaille au Nord. Donc ça peut jouer. Donc aujourd'hui, nous sommes sur un terrain politique où les deux camps sont en train de surfer véritablement pour prendre le pouvoir. Mais l'essentiel, c'est de retenir qu'il faut tout faire pour ramener la sécurité au Nigeria. Parce que si ça continue, il y a les autres États qui sont menacés. Aujourd'hui, Boko Haram frappe au Tchad, Boko Haram frappe au Niger. On menace également d'intervenir au Bénin. Au Cameroun, c'est la même chose. Donc, véritablement, nous nous retrouvons dans une situation difficile
il faut qu'on puisse revoir le dispositif sécuritaire au Nigeria pour pousser Boko Haram dans son dernier retranchement. Et je salue aujourd'hui toute la mobilisation à l'échelle internationale pour véritablement atténuer les effets de Boko Haram. Alors Joël, est-ce que Olusegun Obasanjo va peser lourd dans la balance? Je le répète, c'est un axiome. Ça, c'est un acquis pour l'opposition. Il est question maintenant de manager le reste sur le terrain et je pense que ça pourrait être gagné. En tout cas, je vois un score très très serré. Mais, comme on le dit, seuls les électeurs décident. Tout peut arriver. Goodluck pourra retrouver son fauteuil si les Nigérians finalement décident qu'il en soit ainsi. Donc rien n'est gagné d'avance. Merci à vous, Honoré et Joël, d'être passé sur ce plateau avec vos différentes analyses. Ce sera tout pour ce numéro, mais avant de partir, suivons ceci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre premier numéro de Sika Infomag, un magazine d'information consacré au décryptage de l'actualité politique et socio-économique en Afrique. En 3 quarts d'heure, nous vous proposons les analyses des spécialistes sur les grands faits qui meublent l'actualité sur le continent africain. Il faut dire que ce qui est à souligner et à saluer, c'est d'abord l'initiative. Elle est au-delà de tout salutaire. De mon point de vue, c'est un procès qui risque de durer très longtemps. Une banque ne peut pas faire face à ce financement. Donc c'est plus facile à cet état. Sika Infomag, c'est du lundi au vendredi sur Sika TV. Un autre visage de l'actualité en continu sur le continent africain. Sika Infomag de ce jour, stop et fin. Terminus, tout le monde descend. Restez avec nos programmes. Le meilleur reste à venir sur Sika.